Imagine un instant, tu es sur une petite route de montagne de l'arrière-pays, l'asphalte est à peine sec après une averse estivale, et tu as entre les mains un volant fin en cuir qui te transmet absolument chaque grain de revêtement de la route. Pas de direction assistée surfiltrée, pas d'aides à la conduite intrusive qui bipent dans tous les sens pour t'expliquer comment conduire. Juste toi, une commande de boîte manuelle à 5 rapports au débattement franc, et un moteur atmosphérique qui respire à plein poumon. C'est exactement cette sensation brute, cette connexion mécanique pure, non filtrée, que l'immense majorité des voitures de production moderne ont totalement effacé de leur cahier des charges. Aujourd'hui, on va parler d'un monument absolu de l'industrie automobile, une véritable légende sur 4 roues qui a défini, à elle seule, le concept même de berline compacte sportive. On va désosser ensemble l'histoire de la fameuse série 3 générations 30, celle qui a tapissé les murs des chambres de toute une génération, et qui continue, aujourd'hui encore, de rendre totalement fous les puristes et les amateurs de mécanique à l'ancienne. Retournons un instant au tout début des années 80. Le constructeur bavarois a un problème de taille à résoudre. Ils doivent absolument remplacer la série 3 de la génération 21, un modèle qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'est un succès commercial massif, mais la conception technique commence sérieusement à accuser le poids des années, surtout face à une concurrence très agressive. L'étoile de Stuttgart, de son côté, prépare du très lourd avec sa future berline compacte 1900. L'équipe de design, alors sous la direction du talentueux Klaus Lüth, a une mission qui relève du casse-tête industriel. Ils doivent moderniser la ligne, améliorer drastiquement la pénétration dans l'air, tout en conservant l'identité visuelle historique de la marque. Le fameux museau de requin, cette calandre caractéristique légèrement inclinée vers l'avant, doit évoluer sans trahir l'héritage. Le résultat final est dévoilé à la fin de l'année 1982. Visuellement, l'observateur non averti pourrait y voir une simple évolution douce, mais techniquement, tout a changé. La nouvelle carrosserie est structurellement beaucoup plus rigide, optimisée sur la balance, et son coefficient de traînée aérodynamique descend d'environ 15% par rapport au modèle qu'elle remplace. C'est un bond en avant phénoménal pour la consommation et le silence à haute vitesse. Au moment du lancement, sous le capot, les ingénieurs font d'abord appel à de vieilles connaissances éprouvées. Ils misent sur une fiabilité sans faille avec les fameux blocs à 4 cylindres de type M10 pour équiper les modèles d'entrée de gamme, à savoir les versions 316 et 318i. Ce sont des moteurs avec des blocs en fonte, réputés totalement indestructibles, et mus par une distribution par chaîne qui ne demande qu'un entretien rudimentaire. Mais la vraie mécanique de caractère, celle qui donne la chair de poule, se cache dans les versions haut de gamme, les 320i et 323i. Là, le conducteur a droit aux mythiques 6 cylindres en ligne de type M20. Ce bloc moteur, c'est une pièce d'orfèvrerie mécanique. Contrairement aux 4 cylindres, il utilise une courroie de distribution, qu'il faut d'ailleurs penser à remplacer très rigoureusement tous les 80 000 km, sous peine de faire une grosse salade de soupape. Mais en échange, il offre une sonorité métallique absolument caractéristique. Quand tu montes dans Praitius sur 5 et la 7 est partie à Kratraut, sortez du comté de Tours, crotine en tête, il se fait que le monde est typique, te prend au trip. Le modèle 323i, avec ses 139 chevaux, est une véritable petite bombe pour les standards de l'époque, capable de tenir la dragée haute à de nombreuses autres voitures de sport, des sport beaucoup moins et plus prétentieuses. Si ce genre d'anecdotes historiques et d'analyses mécaniques détaillées te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, c'est un énorme soutien pour continuer à produire ce type de format technique en toute indépendance. Parlons un peu de l'intérieur, parce que c'est souvent là que la philosophie d'un constructeur s'exprime le plus clairement. Quand tu t'assois dans le siège du conducteur, tu remarques instantanément que la console centrale est fortement orientée vers toi. Ce n'est pas un simple habitacle, c'est un poste de pilotage. Chaque bouton, chaque commande tombe parfaitement sous la main, sans avoir à quitter la route des yeux. L'éclairage orange, emblématique des compteurs la nuit, crée une ambiance nocturne très particulière, presque empruntée à l'aéronautique. En levant les yeux, juste au-dessus du rétroviseur central, tu trouves ce fameux panneau d'affichage noir, le check control. Ce sont de petites diodes rouges qui s'allument pour t'indiquer si une ampoule de phare est grillée, s'il manque du liquide de refroidissement, ou si le niveau d'huile est bas. Pour un conducteur du début des années 80, avoir cette interface d'analyse en direct, c'était de la pure science-fiction. Côté liaison au sol, on est sur une architecture classique, de type propulsion, avec un train arrière à bras tirés semi-indépendant. C'est une conception qui offre énormément d'agilité dans le sinueux,
mais qui demande un sacré coup de volant quand les conditions se dégradent. Sous une forte pluie, avec un modèle d'entrée de gamme non équipé de l'option différentiel autobloquant à glissement limité, le train arrière a une fâcheuse tendance à vouloir passer devant si tu as le pied droit un peu trop lourd en sortie de rond-point. C'est une voiture caractérielle. Elle te parle, elle prévient peu avant de décrocher. Et ça se pilote avec beaucoup d'humilité. Et c'est exactement pour ce trait de caractère exigeant que la communauté automobile l'aime autant. En 1987, le modèle subit une mise à jour esthétique et technique majeure, ce que les passionnés appellent communément la phase 2. Fini les petits pare-chocs fins en chrome, qui lui donnaient ce côté très classique et léger, on passe au plastique peint couleur carrosserie, beaucoup plus enveloppant et massif. Les feux arrière s'agrandissent considérablement pour plus de visibilité. Et les optiques avant intègrent de nouveaux projecteurs lenticulaires très performants pour l'époque. Sous le capot aussi, les motoristes font un grand ménage. Le vénérable bloc à 4 cylindres M10 laisse enfin sa place à une toute nouvelle génération, le M40. C'est un moteur plus moderne, équipé de poussoirs hydrauliques, mais attention, son arbre à cames a la fâcheuse manie de s'user prématurément, de se creuser, si la vidange n'est pas faite avec une huile de qualité très stricte. C'est également à ce moment-là qu'arrive la très respectée version 325i, qui vient s'installer au sommet de la gamme de série avec son moteur 6 cylindres développant 171 chevaux. C'est un bloc moteur très plein à tous les régimes, souvent couplé à un pont arrière avec un rapport plus court, ce qui transforme littéralement la berline en une vraie machine à dévorer les kilomètres sur la file de gauche de l'autoroute. C'est un travail de recherche colossal, de rassembler, vérifier et croiser toutes ces informations techniques. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu apprécies la qualité de ce contenu. Cela m'aide à faire grandir ce projet automobile. C'est aussi durant cette période de transition qu'apparaît une carrosserie totalement inédite dans la gamme, le Break, officiellement baptisé Touring. Et l'histoire de la création de ce modèle est totalement dingue. Ce n'est absolument pas le grand bureau d'études bavarois ou la direction marketing qui l'a imaginé. Tout est parti d'un ingénieur maison, un certain Max Reisbuck. L'homme attendait un nouvel enfant pour sa famille. Il trouvait le coffre de la berline classique beaucoup trop petit pour y loger un landau, mais il refusait catégoriquement d'aller acheter une voiture chez un concurrent. Alors, que fait un ingénieur obstiné? Il a acheté une berline accidentée de l'arrière avec ses propres deniers, l'a ramenée dans le garage de son ami, a pris des outils de carrossier, a coupé la tôle, reculé le montant arrière et a soudé lui-même un toit rallongé. Il a littéralement construit le premier prototype de break dans son temps libre. Quand il a finalement montré le résultat à la haute direction de l'entreprise, ils ont été tellement stupéfaits par la justesse de la ligne qu'ils ont décidé de lancer la production en série de ce break de chasse avec extrêmement peu de modifications par rapport au prototype artisanal. C'est l'histoire rare d'un passionné de la marque qui finit par dicter la ligne de production de toute une usine. Le constructeur ne s'est d'ailleurs pas arrêté là en termes d'audace. Ils ont osé le pari impensable d'implanter un moteur diesel dans le compartiment de leur berline, réputé si dynamique. D'abord la 324D, atmosphérique, puis sa version turbo-compressée nettement plus performante, la 324TD. C'était un mouvement stratégique très risqué pour une marque mondialement reconnue pour le tempérament rageur de ses moteurs à essence, mais avec une puissance de 115 chevaux pour la version suralimentée, c'était tout bonnement la berline diesel la plus rapide de tout le marché européen à sa sortie. Et pour la clientèle vivant en zone montagneuse, ou cherchant une tenue de route infaillible, quelles que soient l'arme et les conditions, ils ont conçu une version à transmission intégrale permanente, la 325iX, avec ses ailes très légèrement élargies, par des extensions en plastique noir, et sa répartition du couple savamment étudiée, pour envoyer toujours plus de puissance sur le train arrière. Afin de conserver le comportement dynamique de la propulsion, c'était une arme d'une efficacité absolue sur les routes enneigées. Bien sûr, il est strictement impossible de retracer l'histoire de cette génération sans aborder le saint des saints, le monstre sacré de la famille, la version M3. Il faut bien comprendre qu'à la base de son développement, elle n'a absolument pas été conçue pour faire du volume de vente dans les concessions, mais uniquement pour des raisons strictes d'homologation sportive. Pour pouvoir engager le modèle en compétition dans le très disputé championnat de tourisme du groupe A, la réglementation internationale de l'époque exigeait la production et la vente de 5000 exemplaires civils pour la route. Les sorciers de la branche motorsport ont pris la structure de base, l'ont rigidifiée de partout, ont considérablement gonflé et élargi les ailes pour y faire passer des voies plus larges, ont carrément modifié l'inclinaison de la vitre arrière, en rehaussant le coffre pour obtenir un meilleur appui aérodynamique à haute vitesse, et ont glissé sous le capot avant le célèbre moteur type S14. C'est un moteur 4 cylindres forgé,
cubant 2300 cm3, qui prend ses tours avec une rage inouïe et hurle jusqu'à plus de 7000 tours par minute, sans aucun signe d'essoufflement. Avec une puissance tournant autour des 200 chevaux pour un poids d'à peine 1200 kg sur la balance, cette machine taillée pour la piste a raflé quasiment tous les trophées sur les circuits d'aide du monde entier. C'est aujourd'hui devenu une véritable licorne, une légende intouchable dont les tarifs sur le marché de l'occasion atteignent depuis plusieurs années des sommets financiers complètement stratosphériques. Pour qu'on puisse continuer ensemble à décortiquer en détail les secrets et les faiblesses mécaniques des plus grandes légendes de l'histoire de l'automobile, pense bien à cliquer sur le bouton s'abonner. Ton soutien régulier est ultra précieux. D'ailleurs, attardons-nous un moment sur le marché actuel de l'occasion et sur ce qu'il faut méticuleusement vérifier si tu envisages sérieusement de t'offrir un petit morceau de cette histoire mécanique. Trouver un exemplaire sain de nos jours, qui n'a pas été bidouillé ou laissé à l'abandon, c'est un véritable parcours du combattant. L'ennemi public numéro 1, c'est la corrosion. La tôle des années 80 demande une vigilance absolue. Il faut se coucher sous la voiture et scruter à la lampe torche les passages de roues arrière, les bas de caisse au niveau des points de levage, les bacs de rangement dans les coins inférieurs du coffre à bagages et toute la baie de pare-brise sous les joints en caoutchouc. L'eau a une forte tendance à stagner vicieusement dans ces recoins. Dans l'habitacle, le plastique expansé des tableaux de bord est quasiment toujours fendillé au milieu à cause des décennies d'exposition au soleil. C'est une maladie purement esthétique, mais chronique et coûteuse à corriger. Sur le plan strictement mécanique, la bonne nouvelle, c'est que ces blocs en fonte sont d'une grande robustesse si les vidanges et les temps de chauffe ont été respectés. Sur les gros moteurs à 6 cylindres, il faut démarrer le bloc à froid, le capot ouvert, et écouter très attentivement la culasse. Les culbuteurs ont souvent besoin d'un réglage précis du jeu aux soupapes. Je te conseille vivement de vérifier le fonctionnement du viscocoupleur du grand ventilateur de refroidissement mécanique. S'il est usé et qu'il ne s'enclenche plus, le moteur va inévitablement surchauffer dans les embouteillages urbains. Et la longue culasse en alliage d'aluminium risque tout simplement de se voiler, ce qui signifie un joint de culasse à refaire. Côté train roulant, les gros cylindres blocs en caoutchouc du train arrière, et très particulièrement ceux qu'on nomme les cylindres blocs de traverse, vieillissent très mal et finissent par se déchirer. Quand c'est le cas, cela donne un comportement extrêmement flou, désagréable et flottant lors des phases de forte accélération ou de freinage appuyé. La valeur marchande de ces voitures a connu une explosion vertigineuse au cours de cette dernière décennie, ce qui était encore hier considéré comme une vieille voiture d'occasion peu onéreuse, souvent achetée par des jeunes permis et finissant trop souvent sa vie tristement contre un trottoir en essayant de faire de la glisse, est aujourd'hui devenu un objet de collection traqué par les acheteurs du monde entier. Le grand phénomène des Youngtimers a frappé de plein fouet ce modèle. Les enfants qui bavaient devant ces berlines anguleuses quand elles étaient flambant neuves ont aujourd'hui la quarantaine, un fort pouvoir d'achat et la farouche volonté de s'offrir le rêve de leur jeunesse. C'est le prix fort de la nostalgie. Le tarif à payer pour revivre une époque mécanique révolue où l'ingénierie dictait les règles avant l'électronique de contrôle et les normes drastiques de dépollution. Conduire une belle série 3 de cette époque de nos jours, dans un trafic aseptisé, c'est un acte de résistance joyeux. C'est accepter de sentir les moindres vibrations de l'arbre de transmission, remonter dans le levier de vitesse, c'est devoir régler le chauffage avec de vrais câbles en métal, c'est devoir impérativement anticiper ses distances de freinage, car l'endurance des freins d'origine est bien loin des standards des sportives actuelles. C'est une école de conduite à l'ancienne, une conduite qui reste très exigeante pour le pilote, mais qui offre en retour une sensation incroyablement gratifiante de faire totalement corps avec la machine. Voilà exactement pourquoi cette petite berline bavaroise restera solidement et à tout jamais gravée dans la grande histoire de l'industrie automobile. Ce n'est pas uniquement pour la perfection de ses proportions tricorps ou pour l'immense palmarès de ses victoires en compétition sur piste, c'est surtout pour l'âme profonde et le caractère entier qu'elle dégage de ses cylindres à chaque fois qu'on donne un coup de clé de contact.